La Lumière était un aventurier honnête qui ne voulait que aider sa famille à vivre une vie meilleure. Cependant, lorsque son groupe le trahit et le jeta dans une prison remplie de monstres, il utilise son gacha pour invoquer une servante de niveau 999 et commence sa montée vers la surface pour se venger. Le récit commence dans un monde où 9 races coexistent, et parmi elles, les humains étaient considérés comme les plus faibles et brandis comme des déchets pour leur niveau bas. Un jeune garçon humain nommé La Lumière décide de quitter ses parents et ses frères et sœurs et part en voyage, rêvant de devenir un grand aventurier qui pourrait un jour donner une vie luxueuse à sa famille. Ces voyages l'amènent finalement à une ville où sa race ne lui apporte rien d'autre que de l'indifférence et il finit par être sermonné par un bestiaire pour aucune raison autre que d'être un humain. En shrugant cela, La Lumière se dirige vers le bureau des aventuriers pour commencer sa nouvelle vie et s'inscrit comme un débutant de classe F. L'accueil demande si elle a des compétences dignes de ce nom à parler. Et elle proclame fièrement sa capacité au gacha illimité. Intrigué, l'accueil la regarde démontrer en appuyant sur le bouton du gacha, tirant une carte qui révèle simplement une fourchette. Avec confiance, il dit libéré, mais une fourchette courbée apparaît dans sa main, laissant la dame impressionnée de savoir comment il compte vaincre les monstres avec de la vaisselle. La Lumière insiste que sa compétence a plus à offrir, mais ses prochains tirages ne font que rendre les choses pires, produisant une pomme pourrie et un morceau de pain couvert de moisissures. L'accueil est déçu et confirme que la classe F est bien le parfait ajustement pour lui et le dirige vers le tableau des missions où les quêtes les plus faciles sont affichées. La Lumière se sent déçue et son expression seule fait comprendre à l'accueil qu'il ne sait probablement même pas lire. Elle l'aide à trouver quelques simples, lourdes, sous-payées missions et bien que le paiement soit médiocre, notre héros accepte avec enthousiasme. Il finit par faire tout genre de travail lourd, gagnant juste assez pour se permettre une nuit pas chère à l'auberge. Ce soir-là, il prie pour pouvoir enfin tirer quelque chose mangeable de son gacha pour son dîner, contrairement à la pomme pourrie qu'il a tirée plus tôt au bureau. Malheureusement, la chance ne semble pas vouloir lui sourire car il heurte un groupe de bestiaires dans la rue qui exigent des compensations et vole ce qu'il lui reste d'argent. Quand La Lumière essaie de protester, il est facilement repoussé et laissé sur le sol, égratigné et humilié. Juste avant qu'il ne puisse se relever, un groupe d'aventuriers arrive et l'elfe lui tend la main, craignant plus de dommages quand ses mains sales touchent accidentellement une elfe. La Lumière supplie de lui avoir pitié, mais l'elfe le surprend en l'enlaçant doucement et en lui assurant qu'il n'a rien à craindre. Le groupe se présente comme la concordance des tribus, un groupe représentant toutes les 9 races. Un par un, ils partagent leur nom jusqu'à ce que Garou, le type loup, souligne qu'il manque d'un membre humain. La elfe sombre Xian explique que leur objectif est d'éliminer les barrières de discrimination raciale et de promouvoir l'unité entre les races. La peau de Dragon Drago étend alors sa main vers La Lumière, l'invitant à les rejoindre, et le garçon débiteur malchanceux accepte avec enthousiasme cette opportunité une fois dans la vie. Alors que leur histoire continue, La Lumière se retrouve entourée de monstres venimeux, serpentins, prêts à le déchirer, mais juste avant que l'un d'eux ne l'atteigne, Drago intervient et le sauve. L'elfe Sacha prévient alors La Lumière de rester vigilant, expliquant qu'il se trouve dans l'un des endroits les plus dangereux du monde, connu sous le nom de l'Abysse. La Lumière s'excuse tandis que Sacha traite ses blessures et est moqué par les autres pour jouer la mère. Tentant de remonter le moral de La Lumière, Drago lui dit que personne dans leur groupe ne pourrait faire une meilleure tasse de thé que lui. Les tribus conquérantes entrent ensuite plus profondément dans l'abîme. Subitement, leurs expressions se durcissent et la chaleur qui entourait La Lumière disparaît complètement. Sans s'en rendre compte, il commence joyeusement à préparer la théière. Mais alors qu'il commence à poser les tasses, Drago lui dit calmement qu'ils ont décidé de le chasser du groupe. La Lumière se fige, incapable de croire ce qu'il vient d'entendre. Garou esquisse un sourire et moque La Lumière, demandant s'il est sourd. Quand La Lumière bafouille d'incompréhension, le bestiaire renifle et dit qu'ils n'ont plus besoin de lui. Même Sacha et Sion, qui l'avaient traité gentiment auparavant, regardent avec dégoût, appelant les humains pathétiques et faibles. Le nain grogne que La Lumière était rien d'autre qu'un poids mort et il serait mieux de se débarrasser de lui maintenant. Toujours essayant de comprendre, La Lumière demande si c'est une blague cruelle puisqu'il avait été si gentil avec lui auparavant. Gar rit et explique qu'ils n'avaient besoin de lui que pour rejoindre leur rang pour une raison. Il se trouve que parce qu'il avait supposé qu'il avait un don, les supérieurs avaient soupçonné que La Lumière pouvait être un maître, donc ils l'avaient surveillé. Mais maintenant qu'ils ont confirmé que son gacha illimité n'était qu'un jouet inutile, les supérieurs ont décidé qu'il était irrelevant et ne valait pas la peine d'être gardé. Tout ce discours sur les maîtres et les supérieurs laisse le pauvre garçon complètement perplexe. Garou et les autres décident finalement qu'il est temps de se débarrasser de lui pour de bon, car ils ont accidentellement révélé plus d'informations qu'ils ne devaient. Ils lui disent qu'ils ont été ordonnés d'éliminer La Lumière et Garou s'enthousiasme à l'idée de le poursuivre. Avec un coup sec, Garou griffe le garçon faisant hurler et fuir La Lumière. Mais avant qu'il puisse aller trop loin, Sacha tire une flèche droit dans sa jambe, en voyant La Lumière s'effondrer. Il rit de ses cris tandis que Garou frappe encore et encore le garçon qui gémit de douleur. Les autres disent au type loup de faire semblant que des monstres étaient derrière le meurtre. Alors que Garou lève ses griffes pour frapper, La Lumière désespérément glisse dans la poussière, clignant de l'œil pour survivre. Il supplie de ne pas mourir et juste avant que sa main touche le sol, une trappe de téléportation s'active. Drago hurle à Garou de le tuer avant qu'il ne disparaisse, mais le garçon disparaît à la dernière seconde. Lorsqu'il rouvre les yeux, il réalise qu'il est vivant. La joie le frappe, mais il sait que c'est temporaire. À la seconde où un monstre apparaît, c'est la fin pour lui. Allongé là-bas, il commence à pleurer en se remémorant sa famille.
Il se demande comment les choses ont pu en arriver là, comment le groupe qu'il avait confiance aurait pu le trahir si facilement. Pour un bref moment, il se souvient de combien il était heureux seulement pour réaliser que tout ce qu'il croyait était une illusion. Il imagine maintenant ces personnes comme des démons qui l'avaient trompé, feignant d'être des alliés pour finalement prendre sa vie. Brûlant de colère, il jurait de se venger et d'échapper à la destinée qui lui avait été imposée. Rassemblant toute sa force, il se redresse, mais avant qu'il puisse même respirer, un monstre monstrueux apparaît à côté de lui et le fige de peur. Le créature est de niveau plus de 1000, quelque chose qu'il n'avait entendu parler que dans des histoires, et dans ce moment, il réalise qu'il doit avoir été transporté dans la partie la plus profonde de l'abîme. La peur le frappe fort, mais sa volonté de vivre pousse à travers, et dans une désespérance pure, il décide là aussi de lancer son gacha une dernière fois, espérant un miracle. Pour la première fois, la chance lui sourit, la compétence commence à devenir folle, et une servante puissante émerge de la carte qu'il a invoquée. Sans hésitation, elle fait face au monstre géant et le réduit à néant, le considérant simplement comme un chiot avant de le détruire d'un geste de la main. Le cadavre du monstre disparaît dans le vide et elle se tourne vers la lumière, s'agenouillant devant lui pour lui jurer fidélité. Elle étend sa main, libérant une lumière douce qui guérit ses blessures faciales. Puis, d'une voix douce, elle s'excuse pour avoir agi sans permission, expliquant qu'elle ne peut pas supporter de voir son maître marqué par les blessures. Dans les instants suivants, chaque coupure et chaque ecchymose sur son corps disparaît, laissant la lumière stupéfait en demandant pourquoi il ne ressent plus aucune douleur. Elle sourit et l'appelle son maître, humblement demandant son nom. Quand il se présente comme la lumière, la servante rougit légèrement et dit que son nom sonne noble et magnifique. Elle jure ensuite sur son serment de servante de toujours vivre, servir et mourir pour son maître. Le garçon reste confus, tentant de comprendre ce qui se passe et demande qui elle est. La servante se incline et demande poliment la permission de se présenter. Elle révèle son nom comme Mei, une servante toujours en quête de niveau 999. Elle explique qu'elle est une carte très rare tirée grâce à son don de gacha. Avec une dévotion inébranlable, elle jure de nouveau sa loyauté, promettant de rester à ses côtés pour toujours, affirmant que même la mort ne pourrait les séparer. La lumière, toujours incrédule, insiste que cela doit être un rêve, arguant que son don ne peut produire que des trucs inutiles et que quelqu'un aussi incroyable qu'elle ne devrait pas avoir pu en sortir. Mei demande gentiment qu'il l'appelle par son nom et lorsqu'il le fait, elle rougit légèrement avant de demander sa permission d'évaluer son gacha illimité. La lumière, surprise, demande si elle possède vraiment cette compétence d'évaluation et Mei répond que c'est simplement l'une des nombreuses capacités qu'elle détient. Avec sa permission, elle active la compétence et découvre que son maître est entouré de plusieurs couches de protection puissantes. Après avoir terminé son évaluation, elle le regarde calmement et explique qu'il n'est pas le jouet inutile qu'il croyait être. Elle lui dit que sa compétence permet effectivement des utilisations illimitées, mais que le rang et la probabilité des cartes qu'il tire dépendent fortement de la densité de mana autour. Elle liste les rangs de cartes allant de très rares à rares, en passant par les erreurs, les cartes déficientes responsables des pommes pourries qu'il avait tirées et qu'il avait embarrassées. Voyant son confusion, Mei explique patiemment que bien que le mana soit présent partout, la densité de mana sur la surface est presque nulle, rendant presque impossible pour lui d'invoquer quelque chose de puissant comme elle. Cependant, dans la partie la plus basse de l'abîme, la densité de mana est extrêmement élevée, ce qui augmente considérablement ses chances et explique sa présence. Impressionnée par cela, elle loue son maître, disant qu'il doit avoir déjà su cela et avoir voulu descendre dans le donjon exprès. La lumière reste silencieuse pendant un moment avant de révéler la dure vérité. En commençant à raconter cette histoire, des larmes remplissent ses yeux. Il explique comment son groupe l'a trahi, lui a tranché et lui a tiré dessus, tout en moquant son supposé don inutile. Il se souvient de leur rire et de la façon dont ils ont apprécié ses hurlements, comme si c'était du musique pour eux. Il tombe à genoux en racontant comment il a été trompé pour rejoindre leur groupe avec des promesses d'un monde sans discrimination et serre fermement l'arbalète plantée dans sa jambe. Il jure qu'il ne les pardonnera jamais et Mei s'approche pour serrer son maître. Elle déclare qu'elle peut porter un jugement divin sur ces traîtres, promettant de leur livrer leur tête dans l'heure et attendant seulement son ordre. Mais la lumière secoue la tête. Mei cligne des yeux, pensant que cette action signifie de la pitié jusqu'à ce qu'il se lève lentement et commence à marcher dans l'autre direction. Sa voix rompt le silence alors qu'il dit qu'il ne veut pas que sa vengeance soit faite pour lui. Il veut devenir plus fort pour faire face à eux lui-même et faire payer avec ses propres mains. En l'entendant, Mei se profondément incline et jure une nouvelle fois sur son serment de servante de toujours servir, protéger et soutenir son nouveau mission. Ces mots éclairent légèrement le visage fatigué de son maître. Avec une nouvelle mission de vengeance, la lumière appuie sur le bouton de son gacha illimité et sous la densité de mana immense de l'abîme, l'appareil déchaîne à nouveau. Plusieurs années se sont écoulées depuis et la lumière est maintenant un seigneur servi par une armée de servantes dans son royaume au fond de l'abîme. Toutes les servantes, le regardant marcher majestueusement, sont tellement subjuguées qu'elles irritent profondément Mei. Mais la lumière lui dit de se détendre car elles montrent simplement leur amour pour lui. Puis il marche dans le marché de sa ville et s'occupe des inquiétudes de tous les citoyens, réalisant rapidement qu'il doit changer son système car la population est trop grande. Il demande à Sumi de lui mettre à jour sur ce que font ses 4 élites, ses 4 sujets les plus habiles. Elle explique que la fille Cha, Oyuki, fait diligemment son devoir de scout en faisant des cartes des étages supérieurs de l'abîme.
La lumière est content d'entendre ça et confie que les forêts autour de l'abîme, pleines de monstres dangereux, ne seront pas un problème pour le talentueux dompteur de bêtes. May prévient qu'il est difficile de faire confiance à la petite chatte capricieuse, mais la lumière pense qu'elle est parfaite telle qu'elle et demande ensuite sur le progrès d'Ellie. May confirme que Ellie travaille dur à développer la magie dont il a besoin pour son plan, ce qui le préoccupe qu'elle puisse s'épuiser à nouveau, puis il demande sur Nizuna et Mate rapporte que leur plus forte combattante en mêlée patrouille comme d'habitude avant de se taire car elle n'a rien de bon à rapporter. La lumière lui dit que le petit cerveau et l'attitude libre de Nizuna sont exactement ce qui la rend charmante. À la maison, la lumière est accueillie de manière détachée par Jack, le blond musclé qui est le 4e parmi ses alliés. May n'est pas contente d'entendre qu'il l'appelle ainsi et le réprimande, mais la lumière lui dit qu'il est d'accord avec ça car Jack est comme un grand frère pour lui. Après cela, il se dirige vers la salle d'entraînement avec Jack, où il commence le duel en fonçant droit sur lui et en lui assénant un crochet puissant sur son ventre de fer. Jack le complimente sur le coup puissant et dit qu'il aurait tué n'importe qui, mais Jack le barrage d'acier n'est pas n'importe qui. Puis Jack se met à fond et les deux se battent sans retenue du tout. Pendant ce temps, à la maison, Nazuna marche tranquillement dans les couloirs, patrouillant comme d'habitude, quand les 4 servantes soudainement la saluent et demandent ce qu'elle fait. Nazuna se vante d'être sur une mission très importante pour leur seigneur et elle lui lance des compliments flatteurs. Après l'avoir flatté, elle poliment lui demande de patrouiller une zone top secrète qu'elles ne peuvent pas accéder. Ce qui intrigue Nizuna et les servantes de traîne convinrent qu'elle inspecte la chambre de leur seigneur Light, puis elle frappe à la porte et à sa surprise, May est déjà à l'intérieur. May lui dit de prendre sa patrouille ailleurs car la chambre est totalement sûre. Mais Nizuna curieusement demande ce qu'elle fait seule dans la chambre de leur seigneur quand il est en entraînement. Embarrassée, May prétend rapidement qu'elle nettoie la chambre de leur seigneur parce qu'il est impoli de rester inactive même quand leur seigneur est absent, donc il n'y a rien à vérifier à l'intérieur. Cependant, Nizuna glisse à travers elle et est sincèrement impressionnée par son travail impeccable, bien qu'elle ne puisse pas s'empêcher de remarquer qu'il ressemble à quelqu'un qui a été roulé dans son lit et flairé les oreillers. Mais il trompe le cerveau d'oiseau en expliquant que c'est sa technique de lit ultime, mais elle ne peut pas révéler la méthode car c'est top secret. En l'entendant, Nizuna est sérieusement impressionnée et dit que May est vraiment la meilleure servante pour une raison, tandis que May est silencieusement soulagée que Nizuna n'ait pas de cerveau. Avant de partir, Nizuna transmet un message des 4 servantes dans lequel elle menace la tyrannique chef servante, demandant le droit de nettoyer la chambre de leur seigneur Light également, terminant leur lettre avec une longue liste de jurons. Nizuna est un peu confuse par ce qui signifie le drôle de fin, mais May lui dit de ne pas s'inquiéter de sa jolie tête car c'est son travail de gérer les problèmes des 4 servantes. Elle lui murmure également 3 pièces d'argent en argent, ce qui la rend très heureuse, et elle quitte silencieusement pour acheter des friandises avec ses économies. Dans la ville, Nizuna regarde toutes les délicieuses friandises devant elle, mais elle finit par choisir ses bains préférés et une bouteille de lait frais. Plus tard, elle trouve Oyuki assise sur la terrasse et lui demande ce qu'elle fait. Après que Nizuna fantasmagoriquement échoue à interpréter ce que son musée veut dire, Oyuki lui dit simplement qu'elle est venue livrer la carte qu'Oyuki lui avait demandé de faire. En l'entendant, Nizuna lui tape vigoureusement dans le dos, lui disant de dire ça dès le départ, et elle s'éloigne joyeusement. Plus tard, dans la salle du trône, elle se sent seule sans son seigneur, et elle frotte son visage contre son trône pour se sentir plus proche de lui. Cependant, elle appuie trop fort et accidentellement casse l'une des ailes d'ange qu'elle tenait. Avant que quelqu'un ne puisse la voir, elle rapidement attrape la pièce cassée du sol, la colle mollement sur la statue et s'enfuit. Revenus à la salle d'entraînement, Jack et la lumière lancent leur dernier coup et décident de se rendre à la baignoire pour se laver de leur fatigue. Là, Jack lui dit qu'il est pratiquement un arsenal ambulant maintenant et que le nombre de personnes sur la surface qui peuvent le battre est très petit, mais pas zéro. La lumière comprend et déclare qu'il ne relâchera jamais sa garde jusqu'à ce qu'il ait accompli sa vengeance. En même temps, dans le bureau de May, elle fixe les 4 servantes et demande si elles savent pourquoi elle les a appelées. Quand elle joue la comédie, May répète leur message mot pour mot, faisant paniquer les servantes et les faire sincèrement s'excuser. May demande ce qu'elle voulait exactement dire par tout ça, et les servantes jouent nerveusement la comédie en disant qu'elles montrèrent simplement leur respect à elle. Cela sérieusement énervait May, mais ce qui l'énervait encore plus, c'était qu'elles ont envoyé leur message haineux par Nazuma au lieu de lui parler directement. Les servantes commencent à murmurer entre elles que c'était une mauvaise idée dès le début, et May rapidement s'ennuyait de leurs bêtises. Donc elle les condamne à nettoyer la vaste salle menant au trône par la main. Les 4 servantes sont complètement choquées et disent qu'il est impossible à faire. Mais May ignore leurs suppliques et répond froidement qu'elle sera bientôt sur une mission avec leur seigneur, et elle attend qu'elles terminent leur travail correctement jusqu'à son retour. De son côté, dans la ville, Nazuna appuie son visage contre une vitrine de magasin, regardant la grosse gant noire qu'elle désespère de pouvoir acheter. Juste alors, Ellie la voit et lui demande ce qu'elle fait. Nazuna excitément lui parle du gant et puis curieusement demande pourquoi Ellie ne travaille pas maintenant. Ellie répond avec arrogance qu'elle a terminé ses tâches efficacement et a du temps libre, quelque chose que la petite cervelle comme elle ne pourrait jamais comprendre. Dépitée, Nazuna dit que son cerveau n'est pas petit parce qu'elle peut faire des calculs rapides. Mais quand Ellie la défie de prouver-le, Nazuna rate lamentablement chaque problème. Ellie soupire et répète qu'elle est vraiment idiote, et les deux commencent à se battre comme des enfants dans la ville.
En fin de compte, Nazuna se vante de devoir faire d'autres choses importantes comme patrouiller la maison, mais Ellie tint qu'elle réservera une chambre privée pour elle lors de leur prochaine rencontre avec leur Seigneur Light, où elle aura du thé et des activités amusantes avec lui. Asuna appelle cela injuste de pouvoir partager du thé seul avec leur seigneur, et quand Ellie esquisse un sourire et demande si c'est tout ce qu'elle est en colère, Nazuna prouve à quel point elle est vide en demandant s'il y a autre chose qu'elle devrait être jalouse. Ellie ne sait pas si elle est trop innocente ou simplement idiote. Avec cela, Nazuna joyeusement lui dit de l'appeler pour de l'aide quand elle en a besoin, et elle s'éloigne avec un grand sourire. De retour à la maison, l'une des servantes fait une crise en disant que la gestion de Mei est vraiment aussi mauvaise qu'elle l'avait prétendu. Cependant, elles abandonnent rapidement après s'être rendu compte qu'il n'y avait littéralement rien qu'elles pouvaient faire contre la monstrueuse chef servante. Alors qu'elles rêvent de nettoyer la chambre de leur seigneur, flairer ses draps et lécher ses cuillères, elles commencent à raconter que Mei était la première servante de Light et qu'il était tout seul avec elle. Alors qu'elle se demande quelle folie un garçon et une fille seuls dans l'abîme ont bien pu faire ensemble dans le donjon, le quatuor de servantes brûle de jalousie et commence à maudire Mei par pure haine. C'est alors que Mei apparaît derrière elle et déclare calmement qu'elle était sur le point de partir quand elle a soudainement entendu les voix d'une bande de servantes essayant passionnément de maudire son nom. Mais il leur explique clairement que Light était bien trop occupé à étudier des livres et à maîtriser des techniques de combat, donc ils n'ont jamais eu le temps pour les choses scandaleuses que les servantes imaginaient. Elle admet s'être sentie un peu coupable de les avoir punies trop sévèrement au début, mais il semble qu'elle se soit trompée, car les servantes ont manifestement bien trop de temps à perdre. Pour y remédier, elle ajoute le nettoyage de la salle du trône à leur punition déjà brutale. Dans la salle du trône, les servantes se plaignent sans arrêt en frottant l'énorme sol, se demandant si elles auront vraiment fini avant le lever du jour. Juste à ce moment-là, l'une d'elles casse accidentellement une aile de la même décoration d'ange que Nazuna avait déjà brisée plus tôt. Au même instant, Nazuna est allongée dans son lit, profondément satisfaite après une longue journée à protéger la paix du château, bien qu'elle regrette vraiment son maître bien-aimé et souhaite secrètement pouvoir le revoir le lendemain. Le lendemain matin, Light se dirige vers l'abîme et trouve ses filles qui se disputent de bruyamment dehors. Asuna et les autres sont ravis de le voir. Et tandis qu'Ellie se chamaille avec Mizuna comme d'habitude, Light commence par réflexe à chatouiller le menton d'Oyuki. Les filles deviennent immédiatement jalouses qu'il accorde toujours un traitement spécial à Oyuki. Mais Light explique que ses mains bougent toutes seules parce qu'elles lui rappellent un chat mignon. Sur ce, il dit aux filles qu'il est enfin temps de faire ce pourquoi elles sont venues ici. Au même instant, un énorme monstre canin à 2 têtes surgit de l'obscurité, faisant trembler Light de la tête aux pieds, alors que les souvenirs de son traumatisme passé défilent devant ses yeux, le moment où il était impuissant face à un monstre pareil. Mais sa peur disparaît instantanément quand Nozuna devient furieuse contre ce sale cabot qui a osé montrer les crocs à son seigneur. Et Ellie suggère froidement qu'elle s'assurera que toute leur espèce s'éteigne, aussi bien sous terre qu'à la surface. Leurs mots durs et leur intention de tuer écrasante terrifient tellement le chien de l'enfer qu'il baisse la tête de désespoir, perdant toute volonté de se battre. Light a pitié de lui et leur ordonne d'arrêter, disant que cette pauvre créature ne peut plus rien lui faire maintenant. Après s'être doucement excusé auprès du toutou, il dit au groupe que Mei vient de lui donner le feu vert pour exécuter leur plan tant attendu, car leur cible a enfin mordu à l'hameçon. Sur ce, il part réclamer la vengeance qu'il attendait depuis toutes ces années. À la surface, tous les hommes bêtes de la Cité des Loups dégagent les rues avec admiration, alors que Garou fait son grand retour. Tous les hommes bêtes deviennent absolument fous dès qu'ils le voient, et tandis que les hommes offrent leur sœur en mariage, les femmes lui demandent de leur raconter ses exploits en privé. Garou marche fièrement à travers la foule de fans en liesse avec un large sourire. Quand il aperçoit un humain affamé fouillant les poubelles pour de la nourriture, il repousse le garçon d'un coup de pied et lui crache au visage pour avoir sali les rues de son existence dégoûtante. Après cela, lui et sa bande se rendent au bar, où tout le monde continue de louer et d'adorer Garou pour être bien trop cool. Il rit et leur dit de se déchaîner puisqu'il a une montagne d'argent, ce qui rend les autres hommes bêtes encore plus fans, l'un d'eux rêvant de devenir comme lui un jour. Garou se vante avec suffisance d'avoir maîtrisé l'instinct primal avec lequel tous les hommes bêtes sont nés, et ses sens sont si aiguisés maintenant qu'il peut facilement distinguer les petits boulots des missions qui rapportent gros. En entendant cela, l'un de ses acolytes demande nerveusement si c'était la même chose pour le travail qu'il a fait avec la concorde des tribus, mais les autres le font vite taire car c'était censé être une mission d'infiltration. Garou explique que son employeur l'a fait taire à ce sujet, mais intérieurement, il savoure le souvenir de la satisfaction qu'il a ressentie en gagnant le plus gros paiement de sa vie, juste pour avoir joué et tué un faible gamin humain. Il croit fermement que Light a dû mourir après avoir été frappé par ce sort de téléportation, mais au fond de lui, il se demande toujours qui est ce soi-disant maître que tous les gouvernements du monde semblent désespérés de trouver. Il écarte rapidement cette pensée quand ses instincts l'avertissent que creuser trop loin pourrait être dangereux. À cet instant précis, Mei entre dans la pièce et s'excuse poliment d'interrompre sa célébration, lui demandant s'il est bien Garou en personne. Elle lui demande respectueusement s'il est vraiment le grand Garou, l'ancien membre de la légendaire concorde des tribus, et même si ses acolytes sont offensés qu'une fille humaine ose approcher leur chef, Garou décide de l'écouter. Mei se présente comme la servante la plus loyale de Lord Light et explique qu'elle cherche son maître depuis très longtemps, tandis que Garou se demande si ce maigre petit morveux aurait vraiment pu être un seigneur. Mais il continue calmement en disant que son maître vient d'une longue et noble lignée.
Il refuse de la croire et la traite de menteuse, mais Mei dit qu'elle ne peut pas partager les détails et lui demande de ne pas s'immiscer davantage. En entendant cela, Garou y réfléchit un instant et réalise que si la fille ne ment vraiment pas, cela pourrait être une solide opportunité de gagner une énorme somme d'argent auprès d'une famille noble. Ensuite, Mei lui dit qu'elle a fait un long voyage pour découvrir ce qui s'était réellement passé et a récemment appris que son maître avait rejoint le conquérant des tribus seulement pour perdre la vie lors d'une mission au plus profond de l'abîme. Fatigué de son histoire ennuyeuse, Garou la coupe grossièrement et lui dit de lui expliquer ce que cela a à voir avec lui. Alors Mei demande avec émotion qu'il l'escorte jusqu'à l'endroit même où son seigneur a péri. Garou refuse d'abord jusqu'à ce que Mei ouvre une boîte révélant 3 lingots d'or brillants, faisant instantanément baver de cupidité chaque chien dans la pièce. Pourtant, Garou est rusé et il soupçonne instantanément que c'est un piège. Mais il croit qu'une seule fille humaine fragile ne pourrait jamais rien lui faire, alors il joue le jeu avec plaisir. Il accepte le travail, disant qu'il le fait pour honorer son meilleur ami de la fête. En entendant cela, Mei le remercie les larmes aux yeux, ignorant que Garou prévoit de l'escorter en toute sécurité jusqu'à la tombe de son maître, puis de la déchirer vicieusement en lambeaux juste au-dessus. Quand ils atteignent enfin l'endroit, Garou ment en disant que Light a été déchiqueté par un essaim de monstre et qu'ils n'ont jamais retrouvé son corps car il a été pris dans un piège de téléportation. La nouvelle frappe Mei si fort qu'elle tombe à genoux de chagrin. Garou sourit, pensant que la fille d'une race inférieure est vraiment aussi naïve qu'elle en a l'air. Juste avant de lui sauter dessus par derrière, il regrette d'avoir échoué à protéger son meilleur ami, même s'il est si fort, mais Mei change soudainement de ton. Quand elle commence à décrire toutes les mauvaises choses que le groupe de Garou a faites à Light, le loup recule instinctivement, incapable de comprendre comment elle sait tout cela. Il la soupçonne immédiatement d'être une espionne et exige de savoir qui l'a engagée, mais Mei dit calmement qu'elle sert Lord Light. Au moment où elle libère son pouvoir magique, tous les chiens et même Garou lui-même tremblent de peur. Un seul regard dans ses yeux lui dit qu'il est un loup mort, mais avant que Mei ne puisse faire quoi que ce soit, Light apparaît et lui ordonne de se retirer, disant que c'est lui qui punira Garou. Les acolytes de Garou paniquent et implorent des ordres, mais l'homme-loup reste figé, incrédule que le petit morveux soit toujours en vie. Light le salue avec un sourire calme et déclare qu'il est venu ici pour le rembourser intégralement avec 3 ans d'intérêt en plus. Cependant, Garou éclate de rire, se moquant d'un gamin de niveau 15 qui pense pouvoir être un maître de niveau 150 comme lui. Le loup dit que Light a fait une énorme erreur en venant ici, car maintenant il va le tuer et emporter son corps à la surface pour prouver sa force, garantissant ainsi sa promotion au rang de roi des bêtes. En entendant cela, Light est surpris que Garou ne soit pas curieux de savoir pourquoi quelqu'un d'aussi puissant que Mei le sert, mais Garou se moque en disant qu'il n'a pas peur puisqu'ils ne sont que 2 misérables humains face à toute une meute de bêtes qui sont toutes au-dessus du niveau 100. Sur son ordre, tous ces hommes chargent Light pour le déchirer en morceaux, mais ce sont eux qui se font déchiqueter à la place, tandis que les chiens restent figés sous le choc. Light remercie Mei et lui dit calmement de sceller la sortie pour lui. À ce moment-là, tous les chiens paniquent et Garou ordonne à ses hommes d'arrêter de trembler car ce n'était probablement qu'un piège bon marché. Il affirme qu'il est impossible pour un humain inférieur de tuer un homme bête. Light soupire de déception que Garou voit toujours les humains comme faibles, mais Garou lui hurle en retour que les humains sont de pitoyables créatures avec peu de mana et dit qu'il va montrer à quoi ressemble le vrai pouvoir en affichant fièrement son niveau pour que tout le monde le voie. Light comprend que le faible plafond de niveau pour les humains est la raison pour laquelle les autres races les méprisent. Alors il demande à Garou d'expliquer comment un faible humain a réussi à décapiter 2 de ses laquais. Garou grogne et dit au morveux d'arrêter de faire le malin après avoir utilisé un outil magique. Le regard calme et suffisant dans les yeux de Light le rend furieux, alors Garou et sa meute le chargent ensemble. Cependant, Light se déplace plus vite que leurs yeux ne peuvent suivre et avant même qu'ils ne s'en rendent compte, le combat est déjà terminé. Cela énerve vraiment Garou et désespéré d'éviter de perdre face à un humain, il sort une pierre magique brillante et invoque son familier, un loup de glace de niveau 500 nommé Fenrir. Avec un sourire maléfique, il dit à Light de se mettre à 4 pattes et de supplier Lord Garou pour sa vie s'il veut vivre. Cependant, Light reste simplement immobile et dit qu'il ne bougera pas d'un pouce, l'invitant à tirer le premier. Voyant ce sourire calme, Garou perd son sang-froid et ordonne à Fenrir d'utiliser tout son mana pour lancer un hurlement magique, pensant que cela réduira Light en cendres. Mais quand la poussière retombe, Garou se tait en réalisant que Light va parfaitement bien, comme si rien ne s'était passé. Light demande si Garou se sent embarrassé et tandis que toutes les bêtes le regardent avec confusion, il décide de leur montrer la véritable forme finale de Fenrir. D'un geste de la main, il invoque son propre familier, un Fenrir de niveau 9000 qui souffle un petit souffle glacé sur la bête de Garou, la gelant et la brisant en 1000 éclats. Garou n'arrive pas à croire que Light commande une créature aussi puissante, mais Light admet qu'il aurait pu écraser le petit chiot de Garou lui-même s'il en avait eu envie. Après cela, il révèle son propre niveau, choquant tout le monde puisque les humains ne devraient pas pouvoir dépasser le niveau 100. Garou traite Light d'imposteur, soulignant que son corps n'a pas vieilli d'une seule année depuis cette époque. Mais Light explique calmement qu'il utilise un objet magique pour s'empêcher de vieillir, afin de ne jamais oublier toute la douleur et la souffrance de cette époque. À ce moment-là, Garou réalise que peu importe qui est vraiment le garçon, il est un loup mort de toute façon. Désespéré, il se met à 4 pattes et supplie son meilleur ami de lui accorder sa miséricorde, lui demandant de se souvenir des bons moments qu'ils ont partagés. Il blâme même les chiens avides derrière lui d'avoir comploté pour attaquer Mei. En entendant cela, Light demande à Garou de confesser qui est vraiment ce maître que le gouvernement recherche. Mais Garou admet honteusement qu'il n'a aucune idée de qui est réellement cette personne.
Quand Light demande calmement pourquoi il a essayé de le tuer même après avoir su qu'il n'était pas un maître, Garou lève silencieusement les yeux avec des yeux de chiot coupable remplis de honte. Juste à ce moment-là, ses acolytes commencent à mentir en disant qu'ils étaient au courant, alors May les punit en les découpant en fines escalopes de bœuf pour le crime odieux d'avoir menti à son maître. Voyant cette scène brutale, Garou fait presque une crise de panique, mais il écoute toujours attentivement quand Light lui demande son avis, lui demandant s'il pourrait gagner une guerre à la surface avec sa force actuelle. Garou balbutie de peur, essayant d'expliquer que même quelqu'un d'aussi puissant que Lord Light pourrait dominer au début, mais une seule personne aurait toujours du mal face à des nations entières avec des années d'armes et d'outils magiques stockés, prêts pour la guerre. Light semble satisfait de cette réponse honnête et convient qu'il y a une limite à ce qu'un seul super soldat peut vraiment accomplir. Ensuite, il dit à Garou de répondre à sa prochaine question après qu'il se soit déplacé ailleurs. Sur ce, il utilise une carte de téléportation et amène Garou dans sa salle du trône, où d'innombrables chevaliers, monstres et servantes se tiennent des deux côtés du long tapis rouge. Garou regarde impuissant et incrédule chacun d'eux s'incliner en parfaite synchronisation devant leur seigneur. Après que Light se soit assis sur son trône, il ordonne à tous les soldats d'afficher leur niveau, chaque membre atteignant des milliers. Light révèle que ce sont toutes les puissantes unités qu'il a rassemblées au cours des 3 dernières années, et la vue est si terrifiante que la fourrure de Garou devient instantanément blanche de terreur. Ensuite, Light demande à nouveau si Garou croit toujours avoir la moindre chance de gagner contre toutes les nations de la surface, mais Garou est si terrifié qu'il ne peut même pas dire un seul mot. Light le félicite d'avoir expérimenté un véritable désespoir bien plus douloureux que la mort. Les larmes aux yeux, Garou réalise que son groupe a, sans le savoir, donné naissance à un monstre qui détruira un jour le monde entier. Quand il demande à Light ce qu'il essaie de devenir, Light répond que le monde lui cache quelque chose pour une raison qu'il ignore, et cette raison décidera s'il utilise sa bénédiction pour devenir un ange qui répand la fortune ou un seigneur démon qui efface de l'existence chaque nation de la surface. Quelques jours plus tard, Light prie sur la tombe de ses parents dans son village natal, qui a été détruit après qu'il ait disparu dans l'abîme. La seule bonne nouvelle est que les corps de ses frères et sœurs n'ont jamais été retrouvés, alors il espère qu'ils sont toujours en vie quelque part. Après avoir fini de prier, son chevalier en armure dorée lui rappelle qu'il devrait se mettre en route s'ils ne veulent pas dormir dehors, lors de leur premier jour de retour à la surface. Son ton décontracté envers leur maître rend Namumu furieuse, et Light ne peut honnêtement pas dire si les deux sont meilleurs amis ou ennemis jurés. Gold lui fait la leçon pour qu'elle arrête de se plaindre et d'être si tendue tout le temps, lui demandant si elle ne préférerait pas dormir dans un lit chaud et confortable à la place. Namumu répond fièrement qu'elle dormirait n'importe où tant qu'elle est aux côtés de Lord Light. Fatigués de leur chamaillerie sans fin, Light leur dit de s'inquiéter de dormir plus tard et de se concentrer sur la collecte d'informations sur leurs ennemis à la surface afin qu'ils puissent comprendre à quoi ils sont confrontés. En outre, il croit que son village a été détruit parce que la Fédération le soupçonnait d'être un maître. Son pouvoir s'enflamme alors qu'il déclare qu'il transformera le monde en enfer si la raison de garder ce maître secret a causé tant de morts innocentes sans bonne raison. Quand il se calme enfin, Gold lui conseille de garder son pouvoir sous contrôle pendant qu'ils sont en ville. Light s'excuse et cache son visage avec un masque, promettant silencieusement que ses parents ne seront jamais oubliés. Alors qu'il vole vers la ville, Namumu l'appelle accidentellement Ward Light, alors Gold la prévient d'être prudente. Light ajoute qu'elle devrait l'appeler Dark pendant qu'ils explorent de la surface pour cacher sa véritable identité. Light dit qu'il prévoit d'augmenter son rang en s'enregistrant comme Dark à la guilde et de commencer à faire des quêtes pour se connecter avec les rangs supérieurs. Une fois que la ville de Dagas apparaît, il décide de parcourir le reste du chemin à pied à travers la forêt en contrebas. L'armure brillante de Gold scintille sous le soleil, et quand il passe camp devant un groupe de voyous harcelant un chauffeur de taxi et son fils, l'armure étincelante de Gold attire instantanément leur regard. Les voyous essaient de les voler, mais les unités de rang SS de Light ligotent rapidement les idiots, avant même qu'ils ne clignent des yeux, laissant le chauffeur et son fils stupéfaits. Light remercie le chauffeur, un homme nommé Colonel, de leur avoir offert un trajet gratuit. Le fils de l'homme dit avec enthousiasme qu'il n'a jamais vu des humains battre des nains aussi vite, et qualifie la jolie dame elfe et les chevaliers dorés de super cool. Mais Namumu ajoute fièrement que son seigneur est encore plus cool. Quand Colonel demande s'ils sont un célèbre groupe d'aventuriers, Light le surprend en disant qu'ils se dirigent en fait vers Dagas pour s'enregistrer pour la première fois. En entendant cela, Colonel dit qu'ils vont dans la bonne direction puisque Dagas se trouve à la frontière entre les royaumes nains et humains, juste à côté du royaume des elfes. Il explique que le donjon y est si riche en trésors que la ville attire des aventuriers de tout le pays, malgré tous les problèmes politiques. Cela inclut aussi de nombreux aventuriers humains, dont Colonel Runs réussit bien en affaires. Grâce à leur soutien, Light descend de la calèche juste à l'extérieur de Dagas, expliquant qu'il connaît déjà le chemin de la guilde grâce aux indications du gentilhomme. Avant de partir, Colonel se présente correctement et invite Light à séjourner dans son auberge s'il compte passer la nuit. Alors qu'il marche dans les rues animées de la ville, Gold dit à Namumu d'arrêter de tout regarder, sinon elle se perdra. Mais elle réplique qu'il est impossible de se perdre quand son armure brillante continue de lui aveugler les yeux. Quand ils atteignent la guilde, ils la trouvent bondée d'aventuriers de toutes les races. Il y a aussi beaucoup d'humains, mais ils s'écartent rapidement quand un démon passe. Light est un peu triste que les humains soient opprimés par les autres races même après tout ce temps.
Lors de l'enregistrement, Namumu commence à s'emporter quand la réceptionniste attribue à Light un rang F puisque tous les débutants commencent par le bas. Il essaie désespérément d'expliquer qu'il est l'être le plus fort de la planète, mais la réceptionniste refuse catégoriquement. Voyant cela, Light s'excuse en son nom et demande calmement à la dame de compléter l'enregistrement. Plus tard, dehors, Namumu pleure toutes les larmes de son corps de honte que son maître ait dû s'excuser pour son comportement. Gold acquiesce nonchalamment, disant qu'elle avait l'air d'une idiote complète devant tout le monde. Light lui dit d'arrêter de la taquiner et il répond qu'il ne fait que dire la vérité, ce qui rend Namumu encore plus triste. Sur ce, il se dirige vers l'auberge du colonel, où l'homme dit à Light de ne pas hésiter à lui demander tout ce dont il a besoin. Light accepte l'offre et explique qu'il veut louer tout le dernier étage pour un mois et dit qu'aucun membre du personnel ne devrait être autorisé à y aller pendant leur séjour. En guise de paiement, il dépose un sac rempli de pièces d'or sur le comptoir, mais Colonel refuse poliment d'accepter de l'argent des personnes qui ont sauvé sa vie et celle de son fils. Au dernier étage, Light active des cartes de silence et de brouillage de détection pour sécuriser la pièce, puis dit à ses compagnons de se détendre puisque personne ne peut plus les espionner. À ce moment-là, Namumu demande pourquoi il insiste pour se faire passer pour un aventurier à la surface, alors qu'il pourrait simplement ordonner à son armée de s'occuper des choses pour lui. Ces mots rendaient Light furieux, et il se demande si elle n'essaie pas de le détourner de son propre plan de vengeance. Son pouvoir s'enflamme violemment, secouant tout le bâtiment, même si Namumu s'excuse encore et encore pour ses paroles insensées. Il se calme enfin quand Gold loue de manière inattendue son courage de s'être mis en danger et d'avoir pris sa revanche de ses propres mains. Après cela, Light s'excuse auprès de Namumu d'avoir perdu son sang-froid. Namumu insiste sur le fait qu'elle a fait une grosse erreur et dit qu'elle aimerait jurer à nouveau sa loyauté à son maître. En entendant cela, Light est un peu gêné car le rituel implique de montrer du respect en embrassant les pieds de son maître. Voyant le regard satisfait sur le visage de Namumu, Gold la traite de sale fille pour avoir tant apprécié cela. Voyant cela, Light s'éclipse discrètement alors que les deux recommencent à se disputer comme des ennemis mortels. Le lendemain, le groupe se dirige vers le donjon où l'attention de tous est instantanément attirée par l'armure brillante de Gold. Light sent que le contraste saisissant fonctionne bien avec son personnage sombre, mais il craint aussi que Gold ne se démarque un peu trop. À l'extérieur du donjon, Gold signale la file d'attente inhabituellement longue et remarque qu'aucun des aventuriers n'est un elfe. Light explique que c'est un signe de tension entre les royaumes nains et elfes. Namumu loue sa sagesse, mais il lui demande si elle doit vraiment le serrer si fort. Elle insiste que son devoir est de protéger son maître à tout moment. À ce moment-là, un autre groupe coupe la file devant des enfants, gâchant l'ambiance générale. Light remarque que le trio encapuchonné semble habile, mais l'homme en vert dégage une forte aura de guerrier expérimenté. Il entend les enfants chuchoter nerveusement s'ils devraient en les affronter, mais ils sont trop effrayés pour agir. À cet instant, Light s'avance et dit calmement que c'est vraiment pas très sympa de couper la file d'attente. L'elfe le fixe froidement et demande s'il sait à qui il parle, mais Light répond nonchalamment qu'il ne le sait pas, puisque le type cache son visage sous une capuche. Il ajoute que ce serait encore plus gênant si une personne célèbre était prise à couper la file. Gold éclate de rire à sa remarque audacieuse, et Namumu dit sans détour que l'elfe est trop bête pour comprendre les fils. Frustré, l'elfe dégaine presque son épée, mais son compagnon lui conseille vite de ne pas faire de scandale en public. Après cela, les autres aventuriers acclament Light, et les enfants le remercient d'être intervenus quand ils avaient trop peur. Light dit que ce n'est rien car couper la file gâche tout pour tout le monde. La sœur du chef, Maya, commande gentiment qu'ils ont eu de la chance d'avoir de bonnes personnes derrière eux. Juste à ce moment, le gamin blond, Jimra, demande à Gold si son armure est en or véritable. Mais Namumu lâche aussitôt que c'est faux et que seul un idiot ferait une armure avec un métal si mou. Avant que Jimra ne puisse dire quoi que ce soit de plus offensant, le chef de son groupe le fait taire. Light explique que l'armure brillante de Gold représente son dévouement à la chevalerie, bien que son vrai but soit d'attirer l'attention sur leur groupe. Ensuite, le jeune chef Wardy demande à Light si son groupe explore le donjon d'Agas pour la première fois, car il est bien plus vaste que la plupart, et les aventuriers apportent souvent beaucoup d'équipements et de provisions avant d'y entrer. Sur ce, leur tour arrive enfin et ils entrent dans le donjon. Namumu est surprise de la différence avec l'abysse, et après une courte marche, ils atteignent une zone ouverte qui ressemble à un monde à part, rempli d'animaux étranges et vifs. Gold signale que personne n'est proche, alors Light sort calmement ses cartes rares pour masquer leur présence et leur permet de s'envoler. Pendant ce temps, en bas, l'elfe Kito abat furieusement des orques pour évacuer sa colère, jurant sans cesse que des gamins ont osé insulter le plus jeune et fort épéiste du royaume elfe. Il est le descendant d'un héros légendaire, maître reconnu pour son talent extraordinaire et ses innombrables titres. Son partenaire elfe noir, Yannack, tente de le calmer et lui rappelle de garder ses forces pour les trolls de l'étage suivant, mais cela ne fait qu'irriter Kaido davantage. Kaido est furieux que, bien que né d'un maître, personne ne le respecte car son niveau est plafonné à seulement 1500. Yannack dit gentiment que son niveau est bien au-delà de ce que la plupart des elfes atteignent, mais Kaido rétorque que c'est pathétique pour quelqu'un de sa lignée d'être bloqué à un si bas chiffre.
Yannack prétend comprendre sa douleur car même les siens ne reconnaissent jamais l'éclat de ses recherches. En entendant cela, Kaido ricane et lui dit de le prouver en l'aidant à monter de niveau s'il est un tel génie. L'elfe noir rusé sourit et accepte, disant qu'ils sont dans une relation mutuellement bénéfique. Il est donc heureux de soutenir la croissance de son cher partenaire. Kaido claque la langue d'agacement et avance, décidant de se débarrasser de l'elfe noir peu fiable une fois qu'il aura monté de niveau. Après que Light et son équipe aient rassemblé assez de cristaux magiques pour prouver leur progression à la guilde, ils s'envolent de nouveau vers l'auberge. En chemin, Light aperçoit le groupe d'enfants aventuriers combattant des gobelins en contrebas. Ils réussissent à tuer tous les gobelins, mais ils remarquent instantanément qu'ils ont fait une grave erreur. Les enfants ne réalisent même pas quand Light atterrit juste derrière eux. Il leur dit que c'est une règle de base de ne jamais perdre l'ennemi de vue, mais qu'il est tout aussi important de garder leurs arrières. Ils remarquent qu'il a sauvé leur soutien, Maya, d'un serpent qui l'aurait paralysé, laissant leur groupe sans défense. Les enfants s'inclinent pour montrer leur gratitude, mais Namimu avertit Light que quelque chose de puissant approche de la forêt. Au début, les enfants paniquent et commencent à courir en voyant une meute massive de loups gris surgir des arbres, des créatures qui ne sont jamais censées quitter cette forêt. Ils essaient de s'enfuir, mais Light leur dit de rester calme, et les loups passent sans même les regarder. Alors que Wardy se demande à voix haute ce qui a pu les effrayer, une énorme silhouette déchire la forêt à une vitesse incroyable qui s'avère être la mante de Forsyth. Le garçon n'en croit pas ses yeux car cette espèce a disparu il y a plus de 10 ans. Il demande vite à Mia d'utiliser sa magie comme diversion pour qu'il puisse s'échapper vivant. En entendant cela, Light demande s'ils sont d'accord pour qu'il tue le monstre puisqu'il compte fuir, et ses compagnons conviennent que leurs insectes de niveau 500 devraient faire un bon combat. Le garçon insiste qu'ils doivent s'échapper et signaler la créature féroce à la guilde avant qu'elle ne fasse des victimes. Mais Light lui dit de se détendre même si la mante géante fonce droit sur eux. Gold se précipite le premier et bloque la griffe de la mante avec son épée, mais les griffes du monstre sont si dures que ses attaques ne font aucun dégât, le forçant à battre en retraite, frustré. Tandis que Namimu le traite de mauvais perdant, Light décide de tester la réaction de la mante à son sort de boule de feu. Cependant, le gros insecte repousse simplement le sort vers lui comme si de rien n'était. Voyant cela, le pauvre gamin panique et supplie Mia de les aider avec un sort. Mais Mia est trop excitée par la magie de combat incroyable que Light vient d'utiliser et est agacée que personne ne l'apprécie. Gold dit aux enfants de bien regarder comment les vrais chevaliers se battent en l'observant, et sa première leçon est que l'utilisation de boucliers pour défendre n'est pas la seule façon de combattre. Quand la mante l'attaque par derrière, il pivote et contre-attaque au moment parfait, brisant complètement sa griffe d'un coup net. Il poursuit avec la leçon 2, disant de toujours utiliser son épée quand l'ennemi est vulnérable, tranchant une des pattes de la mante d'un seul mouvement. Après cela, Light prend son tour et tire plusieurs boules de feu que la mante repousse comme avant, mais cette fois, elle change soudainement de direction et frappe son ochap, son dos à la place. Light contrôle 30 boules de feu à la fois comme des missiles à tête chercheuse pour bombarder la mante de toutes parts, puis les fait détonner de l'intérieur, lui brisant les pattes et brûlant profondément sa carapace. Alors qu'il s'apprête à l'achever, la mante panique et tente de fuir, mais Light lance un mur de feu pour bloquer sa voie d'évasion sans aucune incantation, ce qui fait sauter Maya de surprise car même les elfes ne peuvent pas faire ça. N'ayant nulle part où aller, la mante déploie ses ailes et s'envole pour fuir, mais Namimu réduit instantanément la distance sur ordre de Light et la déchire d'un coup rapide. Namimu semble satisfaite de sa démonstration, mais Gold pousse un soupir déçu car elle a ruiné les parties qu'ils auraient pas pu vendre. Namimu regrette instantanément son erreur et s'excuse abondamment, tandis que les enfants restent silencieux, choqués que les 3 aventuriers aient abattu une mante à 4 faux. Quelques instants plus tard, Wardy trouve une pierre magique géante violette et Gold est soulagé qu'aucun idiot ne l'ait coupée en 1000 morceaux. Quand Light dit joyeusement qu'ils peuvent maintenant soumettre le cristal pour augmenter leur rang, le garçon demande s'ils sont un groupe d'aventuriers célèbres. Car s'ils ont besoin d'une si grosse pierre magique pour monter de rang, il suppose qu'ils doivent être au moins de rang A, voire S. Light choque les pauvres enfants une fois de plus en révélant qu'ils ne sont que des débutants de rang F qui ont commencé hier. Après cela, Mia invoque une boule d'eau pour qu'ils se lavent les mains et Light accepte avec gratitude, remerciant la gentille petite fille d'utiliser son précieux mana pour lui. Les enfants les remercient encore de leur avoir sauvé la vie et Wardy demande à Light s'il voudrait rester à son camp pour la nuit, même s'il n'a qu'une tente minable et quelques collations à offrir. Light décline poliment, mais le garçon insiste car sortir la nuit est dangereux et sa sœur est impatiente de lui parler de sa puissante magie. Pendant le dîner, Maya complimente Light après qu'il lui ait dit qu'il est un génie car ses 2 parents étaient magiciens. Il la complimente en retour, mais elle admet humblement qu'elle est encore loin d'utiliser la magie de classe tactique comme lui. Quand son frère demande ce qu'il y a de si spécial, elle s'enflamme et lui fait la leçon. Les sorts à cible unique comme la boule de feu sont de classe combat, les sorts à zone étendue comme le mur de feu sont de classe tactique, et les plus puissants sont les sorts de classe stratégique qui nécessitent un groupe de magiciens pour provoquer des tsunamis ou des tremblements de terre. Elle explique que les humains ne peuvent pas utiliser de sorts avancés aussi facilement que d'autres races, ce qui rend l'incantation silencieuse de Light si sans précédent qu'elle pourrait faire de lui une légende parmi les humains. Voyant sa sœur fanfaronner comme une idiote, son frère lui dit de se calmer et admet que, magie mise à part, il comprend que Monsieur Light est une personne très gentille.
Il lui rappelle aussi qu'elle est une mage talentueuse recommandée à l'Académie de magie du duché, donc il est sûr qu'elle lancera de grands sorts très vite. En entendant cela, Light demande si c'est le pays fondé par les 9 races, et Gold trouve impressionnant qu'elle ait été invitée à une académie si prestigieuse. Cependant, le garçon explique qu'elle n'a pas pu y entrer après avoir perdu leurs parents à cause d'une épidémie. C'est alors qu'il a formé un groupe avec ses amis et a commencé l'aventure pour gagner assez d'argent afin d'envoyer Maya à l'académie. Quand Light voit à quel point ils tiennent l'un à l'autre, cela lui rappelle sa propre sœur. Et il leur assure que Mia réussira certainement car elle est très talentueuse. Maya pense qu'il est juste gentil, mais Light la fait rougir quand il dit qu'il croit vraiment en son potentiel. Après cela, son frère demande pourquoi Light a décidé de devenir un aventurier. Light explique qu'il a perdu ses parents dans un incendie et leur dit que ses compagnons voyagent avec lui pour trouver une potion qui peut guérir les terribles cicatrices qu'il a subies des flammes. Tout le monde se tait après cela, mais Jimra se lève soudainement avec excitation et lâche Sigold et l'ex-petit ami de Namimu, ce qui l'a fait instantanément sortir de ses gonds en niant. Gold acquiesce et dit qu'il n'est intéressé que par les dames matures, assez éblouissantes, pour égaler son aura dorée. Ailleurs dans le donjon, Yannack complimente Kaido d'avoir rapidement abattu un autre orc. Mais Kaido est frustré que sa lame légendaire, Grandius, soit gaspillée sur de la racaille. Yannack l'assure calmement que ces ingrédients sont essentiels pour sa recherche, afin de dépasser le plafond de niveau de chaque race. Après avoir collecté le dernier échantillon d'orc, il ajoute que le prochain ingrédient principal sera les humains, ce qui capte immédiatement toute l'attention de Kaido. 2 semaines plus tard, le groupe de Light devient célèbre sous le nom de Mofli Noir dans toute la ville, et il rapporte régulièrement des matériaux rares, ce qui fait que même l'attitude froide de la réceptionniste envers eux change du tout au tout. Dehors, Light traverse la ville avec satisfaction alors que tous les autres aventuriers reconnaissent son groupe. Juste à ce moment, 2 hommes s'approchent et demandent s'ils sont s'ils sont les Mofli Noirs, le nom que tout le monde en ville a commencé à utiliser pour eux. Namimu dégaine immédiatement sa dague et lui ordonne d'aller droit au but, alors le type nommé Sullivan se présente, ainsi que son partenaire Gilbert. Il explique qu'ils ont entendu des rumeurs selon lesquelles le groupe aurait chassé une mante à 4 faux, bien que Gilbert en doute, affirmant qu'ils en ont cherché une pendant des années sans succès. Namimu demande s'il traite son seigneur de menteur, mais Sullivan clarifie rapidement qu'ils sont venus les encourager. Il dit que beaucoup d'humains sont heureux de voir enfin quelqu'un donner une vraie compétition aux races arrogantes qui les méprisent. Après leur départ, Light entend quelques aventuriers non humains devant lui qualifier ses exploits de mensonges, mais Gold dit avec confiance qu'ils peuvent les faire taire avec des résultats concrets et irréfutables. À l'intérieur du donjon, Light s'envole vers le 5e étage et aperçoit le groupe d'enfants, alors il passe leur dire bonjour. Il est surpris que leur chemin ne se soit pas croisé en 2 semaines, mais le frère de Mia lui rappelle que ce donjon est exceptionnellement grand. Il est tout de même heureux qu'ils se soient retrouvés car Mia a quelque chose qu'elle a préparé pour Light. La jeune fille s'avance timidement et lui tend un petit pot rempli d'une pommade spéciale pour les brûlures, un remède familial que sa défunte grand-mère lui a appris à faire pour soulager la douleur. Light est sans voix devant ce geste et la remercie du fond du cœur. Il pense qu'elle mérite quelque chose en retour, alors il invoque un bracelet de rang double S et le lui offre. Mia hésite à accepter, mais quand il dit que c'est un cadeau, elle promet de le chérir pour le reste de sa vie. Plus tard cette nuit-là, Namimu demande à Light si c'était vraiment une bonne idée d'échanger un objet si rare contre une crème maison inutile, mais Gold lui dit d'être moins matérialiste et croit que leur seigneur a fait un excellent choix pour une fille comme elle, expliquant que le bracelet peut créer de petits miracles lorsque l'utilisateur le souhaite de tout son cœur. Au 5e étage, entièrement recouvert d'une épaisse neige, Light ordonne aux 2 de chasser des yétis pour lui et se téléporte dans sa salle du trône, où Mei et les autres l'attendent déjà. Après que Mei lui ait servi une tasse de thé frais, il demande aux filles combien de temps leur plan de vengeance prendra encore, et Ellie répond qu'elle est très proche de le terminer. En entendant cela, Light est impressionné et la taquine en disant qu'il n'y avait peut-être pas besoin qu'il revienne du tout si elle gère tout si parfaitement, la faisant rougir comme une tomate. Il sourit et lui dit de demander tout ce dont elle a besoin, félicitant également Mei et Oyuki de poursuivre leur excellent travail. Nazuna se sent délaissée, alors elle demande avec enthousiasme quel sera son travail, les yeux pétillants. Light lui ordonne de veiller à la sécurité de tous, car on ne sait jamais quand un super vilain dangereux dont ils ignorent l'existence pourrait apparaître. Ellie demande si elle est vraiment contente de cette simple tâche, mais Nazuna lui dit joyeusement de se dépêcher de finir la sienne, car elle ne peut protéger personne tant qu'Ellie n'a pas terminé. Agacée, Ellie dit qu'elle donne déjà tout pour que tout soit parfait, car Lord Light ne mérite rien de moins que le meilleur. Light sourit et a hâte de voir le désespoir sur le joli visage de Sasha quand le moment viendra enfin. De retour dans le donjon, Sullivan demande à Gilbert ce qu'il pense du magicien des Black Mofli qui utiliserait de la magie de classe tactique. Gilbert admet que ce n'est peut-être pas une fausse nouvelle puisque le témoin était une humaine et se demande si le magicien pourrait même être un héros légendaire. Sullivan espère qu'ils deviendront les légendes qui renverseront cette société pourrie où les autres races traitent les humains comme de la saleté, puis s'éloigne un instant pour une pause pipi. À son retour, la tête coupée de Gilbert est au sol et Kaido remarque qu'il est insultant pour un elfe d'attendre le retour d'un insecte humain. Sullivan essaie de rester calme et de penser à un plan d'évasion et Kaido devient furieux de son silence.
Il nargue l'humain, lui demandant s'il est sourd ou quoi, car même un inférieur devrait réagir quand le cadavre de son ami est juste devant lui. Sullivan refuse de céder à la provocation, pensant plutôt désespérément à comment s'échapper et faire son rapport à la guilde. Sur cette pensée, il s'excuse silencieusement auprès de ses amis tombés et lance une bombe fumigène, sachant que même la puissante magie de l'elfe est inutile s'il ne peut pas voir sa cible. Il traverse le donjon avec confiance car il connaît chaque recoin, mais il est soudainement frappé violemment à la tête. Quand il se retourne sous le choc, il voit Kaido flotter derrière lui sur un disque magique. Yannak l'assomme et soupire qu'il avait spécifiquement demandé des humains vivants, pourtant Kaido les a tous tués sauf celui-ci. Kaido hausse les épaules et lui dit de se contenter de celui qu'il a, mais Yannak marmonne qu'une expérience réussie exige toujours des dizaines d'échecs, alors Kaido promet de laisser le reste des déchets en vie tant qu'il n'ose pas riposter. En entendant cela, le savant fou rit que même des déchets sans valeur comme les humains peuvent encore devenir des matériaux précieux pour sa recherche, et bientôt, le monde entier comprendra quel est vraiment le rôle des humains. Alors que l'histoire change, Namimu s'est retrouvé dans une dispute avec la réceptionniste. Elle exige qu'elle augmente immédiatement le rang de son maître. La pauvre réceptionniste tremble sous sa fureur et essaie de la raisonner, expliquant que la guilde a déjà fait une énorme exception en le promouvant doublement du rang F au rang D. Namimu cependant refuse d'écouter et insiste que son seigneur mérite rien de moins qu'un rang S supplémentaire. Quand elle ne cède toujours pas, la réceptionniste a une idée et leur dit que son rang peut être augmenté à nouveau s'ils parviennent à accomplir une autre tâche majeure. Light demande quel genre d'exploit c'est et reçoit la demande de travail. Plus tard, cette nuit-là, les trois s'assoient ensemble pour discuter de la mission qui implique la capture d'un tueur en série qui terrorise la région. Cela semble une bonne occasion de monter de rang, mais le problème est qu'ils n'ont absolument aucune piste sur le coupable. Gold suggère que Light utilise son gacha pour tirer une carte qui pourrait aider à localiser le tueur, mais Light explique que les cartes qu'il obtient sont complètement aléatoires, donc s'y fier ne serait pas intelligent. Au milieu de leur discussion, un portail s'ouvre soudainement de nulle part et Mia tombe à travers pour être rattrapée par Light juste à temps. Elle est couverte de blessures et le bracelet que Light lui a donné se brise au moment où elle atterrit. Light la porte au lit et lance un sort de guérison. Il utilise ensuite sa carte SR, Hypnose, pour sonder ses souvenirs. Le groupe de Wardy avait été averti d'un tueur en série rôdant dans la zone. Maya avait dit à son frère qu'il n'avait aucune chance puisque le meurtrier pouvait lancer plusieurs sorts à la fois et même les aventuriers qui avaient apporté l'avertissement avaient fui, leur criant de faire de même. Wardy a mené son équipe à la retraite, mais Mike était déjà tombé. Ils ont poussé aussi loin qu'ils le pouvaient avant de s'arrêter pour reprendre leur souffle, bien que Wardy savait que camper là n'était rien de moins qu'un suicide. Juste au moment où les choses ne pouvaient pas empirer, Kaido et l'elfe noir sont apparus. Ignorant la menace, le groupe de Wardy a partagé la nouvelle des meurtres en cours, leur conseillant de fuir tant qu'ils le pouvaient. Kaido a écouté calmement puis a souri, disant qu'il comprenait enfin pourquoi le nombre d'aventuriers avait chuté si drastiquement. Le savant fou à côté de lui a ri et les a remerciés pour les informations utiles. Avant que quiconque ne puisse réagir, les elfes ont commencé à marmonner qu'ils auraient tout dû mieux couvrir ça, et alors que Wardy les regardait avec confusion, Kaido a tiré sa lame et a dit froidement que c'était la fin pour eux. Le groupe de Wardy se fiche de terreur en réalisant que les deux qui se tiennent devant eux sont les tueurs en série dont tout le monde parle. Wardy et les deux autres garçons crient à Mia de courir pendant qu'ils retiennent les tueurs, mais l'expression de Kaido se tord de fureur face à leur défi et il leur grogne de connaître leur place avant de taillader Wardy à travers la poitrine. Malgré tout, les deux autres se jettent sur lui avec un courage désespéré pour être abattus de la même manière brutale. La vision de Maya se trouble de larmes tandis que son frère, saignant abondamment, se force à se relever une fois de plus et la presse de fuir. Jimra et le dernier garçon se remettent aussi péniblement debout et se précipitent vers l'elfe qui les abat sans effort une fois de plus. Les cris de Maya résonnent tandis que Yannak soupire et rappelle à Kato qu'il vient de gâcher de parfaits sujets de tests humains. Kato ricane, affirmant que ce n'est pas sa faute si des faibles insistent pour lui faire perdre son temps en ripostant. Yannak se plaint que Kato en a déjà massacré trop et ne lui a laissé presque personne pour expérimenter, puis tous deux tournent leur attention vers Maya. L'elfe noir médite à voix haute que les mages humains sont en fait très précieux et Kato sourit, promettant de faire plus attention à son tempérament cette fois. Il jette ensuite un coup d'œil à sa forme tremblante et demande à Yannak s'il a le temps de s'adonner à des plaisirs un peu sales. Yannak, dégoûté, marmonne qu'il n'est pas intéressé et s'éloigne. Maya recule, la voix tremblante, suppliant l'homme de rester loin, mais Kato ne fait que rire, déclarant qu'elle devrait se sentir honorée d'être utilisée par le héros légendaire du futur. Il lui dit qu'elle devrait être heureuse, mais à ce moment-là, le frère de Maya se relève. Yannak est impressionné par Wardy et dit à Kato qu'il a absolument besoin de cet humain vivant, le revendiquant comme son spécimen principal. Wardy sourit en regardant sa sœur et lui dit de s'enfuir. Tandis qu'elle s'enfuit enfin, Yannak crie à Kato de courir et de la rattraper. Kato trouve désagréable d'être commandé alors qu'il est le chef et il repousse Wardy. Yannak rappelle à Kato qu'il a besoin de son spécimen principal vivant. Wardy pousse alors son cerveau à ses limites et se souvient de ce que Gold lui a dit. Les batailles sont une question de créativité et d'habileté.
Il met ce savoir à profit et lance son épée vers l'elfe qui lui tranche les cheveux, puis enchaîne avec son bouclier, l'utilisant comme arme d'attaque et déséquilibrant Kato, le faisant tomber au sol. Il rit de son exploit et traite le type de perdant. En entendant cela, Kato perd son sang-froid une fois de plus et utilise sa compétence d'épée, poignardant le pauvre garçon en plein milieu de la poitrine. Alors que Kato s'en prend de nouveau au garçon, Yannack s'avance et rappelle à son maître que le spécimen mage s'est enfui et qu'il doit la rattraper à moins que ce qu'ils ont fait ne soit révélé. Kato grince des dents, mais il fait exactement cela et rattrape rapidement Maya, la bloquant avec une attaque devant elle. Kato se vante de pouvoir créer plusieurs lames et les contrôler à volonté grâce à son trésor appelé Grandius, une épée légendaire de classe Fantasma. Il utilise ses épées comme des marches pour descendre, tandis que Maya espère désespérément un miracle et invoque une épée de glace, mais Kato la contre sans effort et lui rappelle qu'elle sait déjà qu'elle ne fait pas le poids face à lui. Maya court de nouveau, s'accrochant à l'idée que si elle pouvait juste atteindre Monsieur Ténèbres, il pourrait l'aider, mais Kato la fait trébucher en pleine course. Il continue de lui dire d'abandonner et de le laisser faire ce qu'il veut, mais elle refuse de céder, le traitant de tout sauf d'un vrai héros légendaire comme Monsieur Ténèbres et l'accusant d'être un lâche qui s'en prend aux faibles. Ces mots piquent alors que Kato se souvient avoir été raillé et insulté par les elfes après avoir été expulsé du prestigieux groupe des Chevaliers Blancs parce qu'il n'avait jamais pu atteindre leur niveau. Quand Maya le traite de perdant sans colonne vertébrale, sa colère devient incontrôlable et il continue de lui crier de se taire tout en frappant encore et encore avec ses compétences d'épée qu'elle ne peut clairement pas supporter. Même en luttant, la détermination de Maya brûle intensément alors qu'elle jure de survivre pour ceux qui lui ont donné une chance, et à ce moment-là, le bracelet à son poignet s'active soudainement. Réalisant ce qui s'est passé, notre garçon serre le même bracelet fortement de douleur et ordonne à son équipe de se mettre en route. Pendant ce temps, Yannack essaie de sauver ses sujets de test, mais au moment où il les examine, Wardy a déjà rendu son dernier souffle. Il regrette d'avoir perdu un spécimen si précieux, et à ce moment-là, Kaido arrive. Quand Yannack demande s'il a attrapé la fille, l'elfe regarde autour de lui, confus. Yannack se moque de lui pour avoir perdu la trace d'une simple enfant malgré son passé de chevalier blanc, mais Kaido se défend, disant que ce n'était pas sa faute puisque la fille s'est évanouie dans la nature. Il insiste qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de savoir qu'elle avait un objet de téléportation, bien que Yannack doute qu'un humain puisse jamais posséder quelque chose d'aussi rare et coûteux. L'elfe noir commence à paniquer, réalisant que si la nouvelle de leurs actions atteint la guilde, le royaume elfique le découvrira certainement. Il ajoute qu'une fois qu'ils apprendront que Kato a volé l'épée Grandius, leur destin sera scellé. En entendant cela, Kato mouille son pantalon, sachant que les chevaliers blancs et le capitaine infernal viendraient sûrement le chercher. Le capitaine seul est au-delà du niveau 3000, tandis que chaque chevalier sous ses ordres dépasse les 2000, ne laissant à Kato aucune chance de survivre. Yannack a essayé de le calmer, disant qu'ils ont juste besoin de terminer sa recherche afin qu'il puisse aider Kato à dépasser sa limite de niveau, ce qui résoudrait tout. Mais juste au moment où ils reprennent espoir, notre garçon apparaît soudainement devant eux et déclare qu'ils n'iront nulle part. Kato devient mal à l'aise car il sait que personne ne pourrait s'approcher furtivement d'un niveau 1500 comme lui, et Light apprend que seul Helio a survécu, tandis que les deux autres garçons ont disparu. Yannack est stupéfait que Gold ait emporté Helio sans qu'il ne s'en aperçoive, et Light utilise immédiatement un sort de soin pour panser les blessures des garçons. Il demande ensuite avec colère ce que ses enfants ont fait pour connaître un tel sort, et il admet qu'il avait imaginé grandir avec eux comme amis si le monde n'était pas si injuste. Light se tourne alors vers les elfes et il jure qu'il leur fera payer ce qu'ils ont fait. Yannack essaie de négocier, soulignant que c'est lui qui a soigné le garçon, tandis que Kaido se pavane toujours, mais Light dit calmement aux elfes qu'il a pris la fille et qu'il ne rapportera pas cela à la guilde. Kaido éclate alors d'un rire fou et affirme que la seule solution est de se débarrasser de tous pour qu'il n'ait plus à s'inquiéter. Se vantant d'être un héros légendaire, Light bascule pourtant dans une sorte de folie pure et jure qu'il déchirera Kato de ses propres mains, et il dit à Nememu et Gold de rester en dehors de son combat alors qu'il s'avance. Kato ne réalise pas à qui il a affaire et charge droit sur notre garçon, mais peu importe le nombre de fois qu'il frappe, chaque attaque est bloquée par le bâton de Light. Yannack n'en croit pas ses yeux, car aucun humain ne devrait pouvoir tenir tête à une épée légendaire et à un elfe. Kato continue de taillader sauvagement dans sa folie, mais Light le frappe au ventre et le projette en arrière. Light se moque de lui, disant qu'il avait espéré que le type serait meilleur que ça, car à ce rythme, il pourrait accidentellement finir par le tuer trop vite. Enragé, Kato active Grandius et invoque d'innombrables épées de différents attributs qui pleuvent sur Light. Pourtant, Light esquive sans effort chacune d'elles, et même lorsque Kaido essaie de le prendre par surprise en plein air, il l'a déjà senti et bloque l'attaque avec aisance. Le spectacle laisse l'elfe noir complètement sans voix alors qu'il peine à croire ce qu'il est en train de voir. Kaido accuse Light de tricher en s'habillant comme un mage tout en combattant comme un guerrier, mais Light répond calmement qu'il est vraiment un mage, bien que l'elfe refuse de le croire. Light conjure alors des épées de glace sans même chanter, et Kaido essaie désespérément de contrer, mais toutes ses attaques sont bloquées par les lames scintillantes. Light les manie avec une maîtrise parfaite, les faisant même tournoyer autour de lui comme une barrière tornade. Kaido refuse toujours d'accepter la défaite et lève sa lame haut, criant qu'il y avait de l'amour par le maître d'antan. En entendant ce mot, Light plisse les yeux et lui demande ce qu'il sait de ce maître.
Et Kaido rit, déclarant qu'il est tenné avec le sang d'un maître coulant en lui, c'est pourquoi il est connu comme un sous-maître. C'est ici que cette vidéo se termine, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois.